Bonjour à tous, l'ultime bande-annonce de Black Panther est arrivée et avec elle je me suis dit qu'il était temps d'enfin parler un petit peu de ce film prometteur. Bon déjà, pour commencer, ce film Black Panther, de quoi va-t-il parler? Eh bien, il y a de bonnes chances pour qu'au centre de l'histoire, il y ait une bataille pour le trône du Wakanda, et puis aussi une opposition du point de vue concernant le rôle que doit être celui de ce pays dans sa relation avec le reste du monde. Je ne vais pas revenir en détail sur Black Panther en tant que personnage qui fut le premier super-héros noir et qui trouve de plus son origine sur le continent africain et non pas en tant qu'afro-américain. C'est un personnage très important donc, mais surtout super cool pour tous ses pouvoirs, les enjeux qui l'entourent et aussi, voire surtout pour le pays dont il est le roi, le Wakanda. Pour rappel, T'Chaka, le père de T'Challa, est mort dans l'explosion provoquée par Helmut Zemo dans Civil War. Après les événements qu'on a découverts dans Civil War, on pourrait se dire que logiquement T'Challa allait tout simplement succéder à son père sur le trône du Wakanda, mais les traditions de ce pays incroyable ne sont pas si simples et T'Challa va d'abord devoir prouver qu'il est digne d'en devenir le souverain légitime. Il lui faudra notamment vaincre au cours d'un combat rituel les chefs de tribu lui disputant l'honneur de régner sur le pays, un combat qui se déroule en public sous les yeux des différents représentants du peuple du Wakanda. Parmi ces chefs, on trouve notamment M'Baku, qui est à la tête de la tribu des Jabari. Ces traditionalistes vivent dans les montagnes du Wakanda et ils vénèrent les dieux gorilles plutôt que les panthères. Parmi les autres tribus, outre celle de la panthère, on peut mentionner celle du fleuve, dont l'ancien sera incarné à l'écran par Isaac de Bankole. Il y a également la tribu de la frontière menée par W'Kabi, dont vous reconnaîtrez sans doute l'interprète du film Get Out. W'Kabi est un ami d'enfance de T'Challa et sa tribu a pour mission de veiller à ce que rien de dangereux n'entre ni ne sorte du Wakanda, surtout pour ne pas en révéler ses secrets. En effet, le Wakanda est un pays imaginaire bien sûr, qui donne l'impression au reste du monde de n'avoir rien de très spécial, si ce n'est à la limite de disposer de ressources naturelles de vibranium, mais la réalité est tout autre. Il y a bien longtemps, une énorme météorite de vibranium s'est écrasée sur le territoire du Wakanda, et depuis, le matériau qui la compose est devenu une énorme source de richesse, mais surtout de développement technologique. Le vibranium, c'est évidemment le métal le plus précieux, le plus solide du Marvel Cinematic Universe, puisque l'adamantium n'y est pas encore inclus, et reste à voir si les futures productions l'incluront une fois que les licences rachetées à la Fox seront bel et bien incorporées à ce MCU. Comme l'expliquait Ultron dans le deuxième film Avengers, les usages du vibranium sont extrêmement diversifiés et sa solidité n'est que la partie émergée de l'iceberg technologique. Et justement, voilà une métaphore qui convient parfaitement à la situation du Wakanda, et dans le rôle de la scientifique de génie qui est à la pointe de la recherche sur ses propriétés et applications, on trouve Shuri, la petite sœur de T'Challa. On dit que Shuri serait aussi intelligente, aussi ingénieuse que Tony Stark lui-même, et c'est elle qui améliore sans cesse le costume de Black Panther. Et dans ce film, ces nouvelles capacités consisteront notamment à se développer à partir d'un bijou ou encore à redistribuer les ondes de choc et donc à permettre à Black Panther d'utiliser l'énergie cinétique pour courir sur des murs ou réaliser d'autres bonds incroyables. Toutes ces merveilles technologiques font du Wakanda le pays le plus développé du monde, mais en appliquant scrupuleusement le vieil adage « pour vivre heureux, vivons cachés ». En effet, comme je le disais en introduction de cette vidéo, je suis convaincu que les différentes visions sur le rôle que le Wakanda doit tenir face au reste du monde seront au centre de l'histoire. Et oui, les enjeux essentiels pour le pays sont bel et bien là. Faut-il se préserver et maintenir le secret? Faut-il profiter de cette supériorité technologique pour s'imposer en leader et dominer le continent africain puis le reste du monde? Ou faut-il trouver un positionnement intermédiaire en pesant davantage sur les relations internationales tout en s'efforçant de surtout agir dans l'aide au développement? Et pour bien comprendre tout ça, il faut notamment revenir à la conclusion de l'intervention de T'Chaka, le père de T'Challa, lors de la convention organisée autour de la signature des accords de Sokovie. Voilà ce qu'il disait. Nous ne laisserons pas un coup du sort nous décourager, nous combattrons pour rendre meilleur ce monde que nous souhaitons rejoindre. Pour rester dans un domaine proche des relations diplomatiques, il faut rappeler que T'Challa, après avoir d'abord défendu le point de vue de Tony Stark concernant les accords de Sokovie, a ensuite, à la fin de Civil War, décidé de donner asile non seulement à Bucky Barnes, mais aussi à Steve Rogers et sans doute aussi à Black Widow. Évidemment, quelques personnes dans le monde sont déjà au courant des secrets bien gardés du Wakanda, et parmi elles, on trouve Ulysse Klaue, le seul homme qui a réussi à faire sortir du vibranium du Wakanda en contrebande. Ulysse Klaue est un personnage que l'on avait découvert dans Age of Ultron, puisque le robot lui avait acheté son stock de vibranium avant de lui couper le bras. Sympa. Il a clairement un compte à régler avec la famille royale, et il déteste ce qu'il considère comme l'hypocrisie du Wakanda, qui continue à se faire passer pour un pays en voie de développement, alors qu'il est le plus avancé des nations de l'humanité. Qui dit menace de ce niveau dit forcément CIA, et c'est pourquoi on retrouve aussi Everett Ross, le personnage de Civil War interprété par Martin Freeman. Face à ces menaces d'espionnage et de convoitise internationale, T'Challa peut notamment compter sur Nakia, interprétée par Lupita
Lupita Nyong'o. Nakia fait partie d'une branche secrète des Dora Milaje, une garde royale composée entièrement de femmes, et ouais, on s'emmerde pas au Wakanda, vous l'aurez remarqué. Et puisque Nakia voyage de par le monde pour en découvrir, en explorer les secrets, on pourrait peut-être l'appeler une Dora l'exploratrice. Il faut aussi savoir qu'elle était un amour de jeunesse de T'Challa, le coquinou. Les Dora Milaje ont pour chef Okoye, interprété par Danai Gurira, et oui, c'est Michonne de The Walking Dead sans sa perruque, et ça lui va vachement bien d'ailleurs. Puisqu'on parle des femmes de l'entourage de T'Challa, n'oublions pas sa mère, Ramonda, incarnée par Angela Bassett s'il vous plaît. Et comme vous vous en doutez, Ulysse Klaue ne sera pas le seul antagoniste sérieux dans cette histoire d'espionnage et de famille, puisqu'il faudra compter sur Eric Killmonger Stevens, incarné par Michael B. Jordan, qui est clairement l'acteur fétiche du réalisateur Ryan Coogler. Concernant Eric Stevens, il a hérité de ce surnom Killmonger lors de ses années de service en tant que soldat des forces spéciales américaines. A priori, en tout cas si on reste assez proche des comics, Eric aurait été exilé tout jeune du Wakanda avec le reste de sa famille, dont certains auraient aidé Ulysse Klaue dans ses affaires de contrebande. Et les bandes annonces nous montrent que ce lien semble perdurer et que les deux sont au moins temporairement associés dans des activités criminelles, toujours en lien avec le Wakanda. Et si Ulysse est maintenant équipé d'un canon sonique dans un bras gauche cybernétique, Killmonger n'est pas un rigolo non plus, puisque c'est un combattant émérite qui semble capable de rivaliser avec T'Challa. Et d'ailleurs, en étudiant le plan de leur affrontement aux chutes du guerrier, on comprend que le combat ne se déroule pas au même moment que celui qui oppose T'Challa à M'Baku, le chef de la tribu Jabari. Et pourtant, ce duel rituel a tout l'air d'être officiel, ce qui impliquerait qu'un certain crédit est accordé aux prétentions de Killmonger sur le trône. Attention, alerte spoiler potentiel, je vous indique le timecode sur l'écran si vous voulez directement sauter le spoiler. Il n'est pas impossible que Killmonger soit révélé comme étant un fils caché de T'Chaka et que cela puisse avoir un lien avec une bague qu'il porte toujours et qui ressemble étrangement à celle dont T'Challa a hérité à la mort de son père. Killmonger aurait sans doute une vision bien plus agressive de la place que doit occuper le Wakanda sur la scène internationale, il pourrait même avoir des velléités d'expansion, y compris militaires. Reste à voir si d'autres proches de T'Challa partageront ce point de vue et le trahiront, le principal candidat pour cela étant à mes yeux W'Kabi, voire éventuellement Nakia. J'aime beaucoup Michael B. Jordan et je pense qu'il sera un véritable atout à ce film. Par contre, je suis un peu déçu que Marvel retombe encore dans le même panneau, dans le même piège, en choisissant comme principal antagoniste pour le héros un personnage qui a quasiment les mêmes pouvoirs que lui. Et pourtant, on avait bien vu avec Civil War que les meilleurs combats de super-héros surviennent lorsqu'on met face à face des personnages aux pouvoirs très différents. Malheureusement, dans presque tous les autres films Marvel, le héros est confronté à son double inversé, et ici encore, on aura, si je résume, Black Panther contre Gold Leopard. De façon très symbolique, c'est au centre du pouvoir du Wakanda, c'est-à-dire dans les profondeurs de l'exploitation de vibranium, que leur combat final devrait vraisemblablement se jouer. Il reste une question importante à aborder, celle de la dimension spirituelle. En effet, dans les comics, le Black Panther est capable de communiquer avec toute la lignée des anciens rois du Wakanda et ainsi de profiter de leur connaissance et de leur sagesse. Cet élément surnaturel sera notamment incarné par Zuri, joué par l'excellent Forest Whitaker. Il est notamment le gardien de l'herbe sacrée en forme de cœur, celle qui permet à Black Panther d'accéder à la totalité de ses pouvoirs. Et c'est sans doute les préparations de ce guide mystique qui permettent à T'Challa de pénétrer spirituellement ce monde onirique que les trailers nous révèlent. Il devrait pouvoir y converser avec T'Chaka et approfondir sa compréhension du monde et des enjeux qui attendent son pays. Et puisqu'on parle d'enjeux depuis qu'on a vu la bande-annonce d'Avengers Infinity War, on sait que le Wakanda y aura un rôle très important et qu'il fera l'objet d'un assaut de vaste ampleur par les forces de Thanos. Et c'est là bien sûr l'occasion pour moi de revenir sur un sujet qui fascine de très nombreux fans de par le monde, à savoir la localisation de la fameuse pierre d'âme, la dernière pierre d'infinité, à n'avoir jamais été vue dans le MCU. Sachez toutefois que j'ai déjà largement évoqué ce sujet dans ma vidéo 5 questions, 5 réponses sur les pierres d'infinité, donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous encourage chaudement à aller la regarder. En résumé, même si je pensais initialement que la pierre d'âme était justement contenue dans la bague de T'Challa, je ne pense plus que ce soit le cas. Je ne pense pas non plus qu'elle soit dans les yeux ou l'armure de Heimdall, ni dans la flamme éternelle utilisée par Hela dans Thor Ragnarok. Attention, alerte spoiler potentiel pour Avengers Infinity War, je vous laisse le temps de sauter le passage si vous voulez l'éviter, il suffit de suivre le timecode qui s'affichera sur l'écran. Je pense tout simplement que la pierre de l'âme ne sera révélée que dans Avengers Infinity War et que c'est Thanos lui-même qui pourra y accéder une fois qu'il aura réuni toutes les autres pierres d'infinité. Et je parle plus en détail de l'acte terrible que devrait commettre Thanos afin de débloquer le pouvoir de la pierre de l'âme dans ma vidéo consacrée aux pierres d'infinité. Et si vous vous demandez pourquoi dans ce cas les forces de Thanos attaquent le Wakanda, c'est tout simplement parce que Vision et la pierre de l'esprit y seront amenés par Steve Rogers pour tenter de les protéger. Peut-être que vous l'aurez ressenti dans cette vidéo, mais personnellement, j'ai vraiment très envie de voir ce Black Panther qui s'annonce excitant, visuellement réussi, et tout ça dans une ambiance très différente des précédents films Marvel. Et oui, clairement, que voulez-vous, je ne fais pas partie de
de ceux qui en ont vraiment marre des films de super-héros. Tant qu'il y a d'autres propositions artistiques qui sortent, je ne vois pas trop en quoi les super-héros gênent ceux qui n'ont pas envie de les regarder. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez hâte de voir Black Panther ou si finalement le film n'a pas trop retenu votre attention. Et puis pensez à vous abonner pour ne rien rater de tout ce que je vous prépare, notamment sur Marvel, mais pas que, avec notamment une vidéo de théorie sur les personnages qui risquent de succomber après Avengers 3 et 4. Et pour les prochaines vidéos, ce sera des théories sur Game of Thrones, du Black Mirror. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!